À moins d'une catastrophe naturelle, vous serez candidat à la présidentielle de février 2016. Si les Béninois vous accordent leur suffrage, vous vous retrouverez à la tête d'un État avec lequel vous êtes en conflit. Le Conseil des ministres est sans embâche. Vous êtes acteur de plusieurs affaires dans lesquelles le trésor public est mis à rude épreuve. D'ailleurs, vous n'auriez pas non plus épargné les banques béninoises. Comment comptez-vous convaincre des producteurs dont on vous accuse d'avoir dérobé le coton de voter pour vous? Enfin, vous nous direz comment on braque une administration douanière. Pour conduire cet entretien, je suis en compagnie de mon confrère Brice Bill Aïtedi de Golf TV Africa. Bonsoir Brice. Bonsoir André Dossa. Artiste Talon, dites-nous, on ne vous a pas vu au marché d'Antokpa. Pourquoi? Bonsoir. Ce qui s'est passé au marché d'Antokpa est un drame inouï. Venant du secteur du commerce, je suis bien placé pour apprécier l'ampleur de la détresse des victimes. Les autorités politico-administratives de notre pays ont l'obligation, ils l'ont fait, de s'adresser aux victimes, en notre nom, à nous tous, au nom de la République, pour leur exprimer le sentiment de compassion et de solidarité. Ils ont également l'obligation de confesser les insuffisances de la gouvernance ayant engendré une telle catastrophe devenue récurrente. Quant à nous, vous et moi, citoyens ordinaires, il nous revient d'exprimer nos sentiments et notre assistance avec pudeur et sans affichage. Quand vous dites avec pudeur sans affichage, ça veut dire que le président Talon a déjà posé un acte à l'endroit des victimes sinistrées de cet incendie et ne veut peut-être pas l'affirmer, l'afficher. Il n'est pas utile de vous dire, M. Dossa, ce que chacun ressent en son intérieur et ce que chacun se sent capable de faire. C'est un drame. Ce drame nous interpelle tous, mais dans notre intimité, nous qui sommes tous concernés d'une manière ou d'une autre, il nous suffit d'agir selon notre conviction et notre nature propre. Alors, M. Patrice Talon, vous avez été longuement accusé lors des conseils des ministres des 23 et 25 octobre dernier. Nous allons revenir au cours de cet entretien sur les différentes accusations, mais moi j'ai très envie de vous demander d'entrée de jeu quel a été votre sentiment quand vous avez lu les comptes rendus de ces deux conseils des ministres? J'ai eu un sentiment de peine et j'ai pensé à vous, vous qui êtes concernés, vous qui êtes la cible de ce communiqué du Conseil des ministres, parce qu'il s'agissait tout simplement de vous déstabiliser, de vous faire croire que le désormais candidat Patrice Talon serait un voyou. Ce communiqué est destiné à vous. Et mon espoir est que, mon espérance est que vous ne soyez point déstabilisés. Alors, nous allons démarrer par cette affaire de 12 milliards de francs CFA que vous auriez détourné dans l'affaire, dans les subventions sur les étangs cotons. Monsieur Patrice Talon, que répondez-vous? Cette affaire de subvention que j'aurais indûment perçue, si vous vous rappelez bien, a démarré un matin du mois de janvier 2012 par un communiqué du gouvernement indiquant le limogeage du directeur du Trésor parce qu'il aurait indûment payé à Patrice Talon la somme de 12 milliards de francs CFA. La suite, vous la connaissez bien. J'ai été interpellé au commissariat central de Cotonou et gardé à vue. N'eût été le soulèvement des Béninois du nord au sud, j'aurais été emprisonné et probablement, et j'y serai encore jusqu'à ce jour, pour les raisons d'enquête qui ne prendraient jamais fin. En fait, de quoi s'agit-il? Parce que il est facile de calomnier auprès d'une opinion qui ne connaît pas le fonctionnement de la filière et qui peut donc croire
à toutes les machinations de calomnie. La filière coton est un secteur devenu privé depuis bientôt une vingtaine d'années. Le désengagement de l'État du secteur a démarré en 1992 à la suite des recommandations de la Conférence nationale, recommandations qui nous obligent désormais, obligent notre État à se désengager des secteurs de production. Le secteur de la distribution des intrants coton est devenu une activité totalement privée. Mais l'État intervient en accordant une aide, une subvention aux producteurs pour l'acquisition aisée des engrais. Ce qui se fait dans tous les pays de la sous-région, parce que le coton, qui est une production de rente, une culture de rente, consomme beaucoup d'intrants et appauvrit facilement nos sols. Donc il est de la responsabilité collective de tous que ce que le coton prend à la terre, nous puissions les lui restituer. Et c'est donc pour cela qu'il est impératif que les engrais rentrent dans la pratique des producteurs sans que le prix ne soit un élément dissuasif. C'est donc tout naturellement que depuis une trentaine d'années, notre gouvernement subventionne, aide les producteurs à acheter les intrants, notamment l'engrais, les engrais. Au cours de la campagne 2011-2012 citée, l'AIC, qui est l'association interprofessionnelle du coton, qui regroupe l'ensemble des structures faîtières des producteurs, qui regroupe également les distributeurs d'intrants coton, ainsi que les sociétés de grainage de coton, l'AIC, disais-je, organise traditionnellement, depuis donc que les privés se sont pris en charge, l'appel d'offres pour la sélection des distributeurs de la campagne. Donc, pour la campagne dont je parle, campagne 2011-2012, l'AIC a effectivement organisé cet appel d'offres sous le regard, le contrôle de l'État. Puisque l'État aide les producteurs, l'État a intérêt à voir si tout se passe bien de manière convenable. Au thème de cet appel d'offres pour la campagne 2011-2012, 6 sociétés ont été sélectionnées pour la mise en place, pour l'importation et la mise en place des intrants auprès des producteurs. En l'occurrence, la société SDI, qui m'appartient, oui, la société DEFIS de M. Amoussou Joseph, la société DFA de M. Olivier Bocco, la société Sogicom des héritiers Madougou, la société Pacoj de M. Saleh Morou et la société Sotico de M. Adjovi Mathieu. Au thème de cet appel d'offres également, le prix, le moins 10 ans de cession des engrais aux producteurs a été retenu. Et ce prix s'impose à tous les distributeurs agréés pour la campagne. C'est pour dire que les distributeurs sélectionnés pour la campagne et pour donc cette campagne avaient l'obligation de vendre les intrants aux producteurs à un prix unique issu de l'appel d'offres. Où intervient la subvention? Si, je vous donne un exemple, si le prix de cession le plus bas issu de l'appel d'offres est de 1000 francs par tonne d'engrais, l'État, estimant que le prix de 1000 francs n'est pas incitatif pour que les producteurs achètent les quantités recommandées, l'État donc décide d'apporter une aide aux producteurs à hauteur de 200, 300 ou 500 francs CFA. Et cela constitue donc la subvention que l'État leur apporte pour l'acquisition des engrais. Pour cette campagne concernée, le prix des engrais devait, je crois, de 400 francs environ CFA rendu champs paysans et vendu à crédit.
l'État s'est engagé pour apporter une subvention d'environ 177 francs CFA. Le dispositif prévoit que les distributeurs sélectionnés importent les engrais sur fonds propres, c'est-à-dire ils vont par eux-mêmes mobiliser les financements nécessaires auprès des banques, importent les intrants et les livrent aux producteurs à crédit. À charge pour ces derniers de rembourser les crédits intrants après leur récolte à l'occasion de la commercialisation de leur production. Au moment où ils vendent le coton-graine aux égreneurs, aux sociétés d'égrenage, les crédits intrants sont prélevés et reversés aux distributeurs à titre de remboursement des crédits intrants. Pour la campagne 2011-2012, les quantités d'engrais consommées par les producteurs associées au prix de la subvention pour laquelle l'État s'est engagé donnaient environ 11 milliards de subventions. Ce qui veut dire que après que les producteurs aient payé le prix mis à leur charge, l'État a l'obligation de compléter la part de subvention pour laquelle il s'est engagé à apporter son concours aux producteurs. Pour cette campagne, les 11 milliards dont je viens de parler, qui correspondent à la subvention pour laquelle l'État s'est engagé, ces 11 milliards ont fait l'objet d'une décision prise en Conseil des ministres qui assure les distributeurs d'intrants et leurs banques que l'État, cette année également, était décidé et s'engageait à payer ce montant. Cela de nature à rassurer tout le monde, et d'autant que cela est devenu une tradition. Les producteurs pour cette campagne ont payé leur crédit intrant et les banques et les distributeurs d'intrants concernés s'attendaient à ce que l'État rembourse ces 11 milliards et quelques de subventions pour laquelle il s'est engagé. Grande a été notre surprise, la surprise de tous les acteurs, des paysans, des distributeurs d'intrants, des banques, quand un beau jour, un matin, nous découvrons sur les antennes de la télévision que le directeur du Trésor était limogé pour avoir payé à Patrice Talon seul, la somme de 12 milliards au titre de subvention et indûment. D'abord, le moins de centimes n'avait encore été payé. La subvention due n'est pas destinée à Patrice Talon, elle est destinée à l'ensemble des distributeurs d'intrants et principalement aux banques auprès desquelles les distributeurs d'intrants ont pris les financements et ont domicilié les paiements afin de sécuriser le filière. A été limogé alors même que cette subvention n'était pas encore payée. L'État n'avait pas payé le moindre centime de cette subvention. Je vais vous montrer le relevé du Conseil des ministres par lequel l'État a pris l'engagement de payer cette subvention. Ce relevé date du 17 janvier 2012 et indique, je vous lis, subvention de l'État relative aux engrais coton, 11 milliards 268 millions 894 300 francs CFA. Le montant de cette subvention est donc, comme il est établi par le Conseil des ministres, une dette de l'État vis-à-vis des acteurs privés de la filière. Je disais donc tantôt que l'État n'avait pas payé le moindre centime et M. Talon a été accusé d'avoir perçu ce montant indûment et du Trésor a été limogé. Est-ce que finalement vous avez pu obtenir ce montant? Puisque le Conseil des ministres a été clair, il parle de détournement de 12 milliards dans le cadre de cette subvention. Vous vous rappelez donc bien que
Cette accusation, comme je l'ai dit tantôt, m'a conduit en détention, en garde à vue. Par la suite, cette affaire a été entretenue, l'État s'est refusé de payer la subvention et tout le long de l'année 2012 jusqu'en 2013, la situation est restée dans le flou et l'État a refusé donc d'honorer son engagement. Je suis parti entre-temps en exil, mais les banques et les autres distributeurs d'intrants n'ont pas lâché prise. Ils ont continué d'insister auprès de l'État pour que le montant dû soit payé. In fine, l'État a fini par reconnaître qu'il doit ce montant, qu'il ne l'a pas payé, et il s'est engagé à l'honorer. Et un document a été établi, un contrat, une convention de remboursement a été établi entre l'État et les banques concernées, puisque ce sont les banques qui seraient véritablement les victimes de ce défaut. Donc cette convention qui a été établie entre l'État et les banques elle date du 20 août 2014. Ça a été long, mais l'État a fini par reconnaître et s'engager à payer ce montant. Et je vais vous lire une ligne de cette convention qui dit ainsi: dans le souci d'éviter le risque systémique et de préserver la stabilité financière de la place de Cotonou, le gouvernement du Bénin a-t-il décidé de procéder au remboursement de la dette CSPS. CSPS, c'est l'organe financier de l'AIC, pour le montant dont l'utilisation a été justifiée dans le cadre du paiement des subventions intrants de la filière coton au titre de la campagne 2011-2012. Par ce document, signé par les ministres de la République du gouvernement actuel, l'État a reconnu, s'est engagé à payer ces montants. Mais il s'est engagé à payer immédiatement, à payer que 8 milliards 209 millions de francs CFA, indiquant que le solde, soit environ 4 milliards, sera payé après un contrôle plus détaillé des éléments montrant que le montant est effectivement dû. Donc l'ensemble des 12 milliards, désormais, par ce document, est reconnu comme n'avoir jamais été payé à personne, encore moins à M. Talon. Et bien, l'État s'est engagé à les payer, notamment une partie tout de suite, et pour le reste, à demander un audit afin d'avoir l'assurance du moindre franc. Voilà l'affaire dite de détournement de 12 milliards. Ça n'a pas été payé, on n'avait rien reçu, et pourtant on vous affuble de cette accusation. C'est cela la curiosité, et c'est cela ce qui révèle qu'il ne s'agissait que d'une calomnie, d'une machination pour mettre la main sur quelqu'un qui est devenu très gênant. Est-ce que vous avez cherché à comprendre au-delà de cette calomnie? Mais pourquoi vous calomniez? Vous n'avez pas reçu les 12 milliards et aujourd'hui, on vous taxe d'avoir détourné 12 milliards sur les subventions intrants-coton. Est-ce que vous avez cherché à comprendre au-delà du comportement, au-delà de l'acte? Mais je vous ai expliqué, j'ai expliqué à mes concitoyens, maintes fois, que M. Talon était devenu gênant au plan politique, puisque je me suis engagé dans un combat, dans une lutte politique qui n'est pas utile de rappeler ici, c'est pas l'occasion, et qu'il fallait par tous les moyens interpeller M. Talon, le garder et l'emprisonner. Le gouvernement vous accuse également d'avoir construit les 3 usines de votre groupe, à savoir ICB, CCB et Socobé, avec des deniers publics. Une situation qui aurait occasionné un manque à gagner estimé par le gouvernement à 200 milliards de francs CFA. Votre version des faits? Monsieur Doussa, cette affaire qui ressurgit à nouveau concourt du même scénario. Calomnie M. Talon, discréditer,
donner, afficher des prétendues affaires pour casser une dynamique qui semble être en cours depuis quelque temps. De quoi il s'agit? C'est une vieille affaire, une vieille accusation. Vous savez, la filière coton a évolué dans notre pays en dents de scie, et mon parcours d'opérateur économique a été intimement lié à cette filière depuis une trentaine d'années. En 1994, la production cotonnière venait d'atteindre ou a atteint 300 000 tonnes de coton-graine, dépassant largement la capacité des usines d'égrainage installées au Bénin à l'époque et qui était la propriété exclusive de la Sonabra. Vous vous rappelez bien que la Sonabra, société d'État, détenait le monopole dans ce secteur. Ce boom et les perspectives de progression de la production ont conduit le gouvernement d'alors, celui du président Soglo, à décider de l'implantation de 5 nouvelles usines au Bénin, de capacité 25 000 tonnes chacune. Et comme nous étions au lendemain de la conférence nationale, avec les recommandations claires en matière d'économie libérale, prescrivant que le gouvernement, l'État, devrait se désengager des activités de production, le régime d'alors, le gouvernement d'alors, a décidé de construire 2 usines par ses propres moyens, par la Sonabra, et a souhaité que le secteur privé, à cette occasion, soit appelé et rentre dans le secteur de l'égrainage du coton, puisque la partie distribution des intrants coton avait déjà été ouverte aux distributeurs d'intrants. Donc en 1994, cette décision d'associer les investisseurs privés, nationaux et internationaux, à la construction de nouvelles usines d'égrainage au Bénin, pour consacrer la volonté de l'État de se désengager progressivement des secteurs de production, cette décision a conduit l'État à lancer un appel d'offres pour la sélection des opérateurs privés intéressés. C'est ainsi que la société CCB, ICB et Sokobe ont été retenus, ont été agréés pour procéder à cet investissement sur financement propre. Mais, dans ce processus, l'État a estimé que la Sonabra, qui est son bras opérationnel en matière de coton, qui a une certaine expertise, et l'État n'ayant pas confiance d'entrée de jeu aux opérateurs privés devant rentrer dans la filière, une filière importante pour le Bénin, l'État a décidé que la Sonabra dispose de 35% du capital de toutes les sociétés privées devant intervenir, afin d'être l'œil de l'État, afin de veiller au bon fonctionnement harmonieux de la filière, avec la cohabitation des secteurs privés, et pour préserver le label du coton béninois qui, déjà en ce moment, commençait à prendre de l'importance sur le marché international, qui était reconnu. Donc, la Sonabra a été actionnaire de toutes ces sociétés à hauteur de 35%. Le capital de chacune des sociétés a été libéré, la Sonabra a libéré sa part du capital. Et les sociétés ont mobilisé environ 12 milliards de francs CFA auprès des banques installées au Bénin, et les usines ont été construites en moins d'1 année. Ça a été une des prouesses pour lesquelles le Bénin peut avoir de la fierté. Et ces usines ont démarré, sont entrées en activité au titre de la campagne 1994-1995. En 1996, souvenez-vous, il y a eu un changement de régime à l'occasion de l'élection présidentielle. Voilà. M. Talon était connu, a été vu, identifié comme un proche, un soutien du président Soglo.
et n'aurait pas soutenu ou n'a pas soutenu le candidat devenu président en 1996. Mathieu Kérékou. Tout à fait. Chasse aux sorcières, M. Talon a fait les frais des représailles connues en ce genre de situation. Et un certain expert, M. Bernard Tailly, a été mandaté pour produire les éléments devant permettre d'inquiéter, de châtier M. Talon. C'est ainsi que ce monsieur a fait un rapport dans lequel il a affirmé que les usines CCB, ICB, Sokobe ont été financées exclusivement par les ressources de la SONAPRA. Sans aucune preuve. Juste parce que la SONAPRA est actionnaire, la SONAPRA a 35% au capital, et nous sommes dérisoires, je crois que ça fait à peine 100 millions par société. Alors que les banques qui ont financé les usines sont sur le territoire du Bénin, et que la SONAPRA a, à l'époque, les dirigeants de la SONAPRA ont protesté et ont dit que la SONAPRA n'a jamais financé les usines, ce rapport a été fourni au gouvernement et ventilé. Et comme à l'époque, M. Talon ne se laissait pas compter, j'ai déposé une plainte contre M. Bernard Tailly. Et M. Tailly a été condamné en correctionnel à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, avec 300 millions CFA de dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse. Voilà l'épisode numéro 1 de cette accusation qui est devenue comme un serpent de mer et qui revient toutes les fois qu'on a besoin, qu'on a envie de doiter M. Talon comme un voyou. Donc en clair, vous ne vous reprochez rien dans... C'est pas fini, c'est pas fini. Vous permettez. En 2001, le mandat 1996-2001 à son terme et le président en exercice souhaitait avoir le deuxième mandat. Les faucons du régime, finissant, préparant les élections de 2001, ont estimé que cette fois-ci, M. Talon ne manquera pas d'aider, de soutenir et de contribuer au retour du président Soglo. Leur trouvaille, c'est qu'il faut coller quelque chose à M. Talon pour le mettre hors d'état de nuire. Et le fameux dossier de financement des usines par la SONAPRA a été déterré à nouveau, sans chaîne, sans complexe, alors que celui qui en avait parlé a été condamné. Et quelqu'un d'autre a été trouvé, en la personne de M. Tamimou, qui n'a rien fait d'autre que de ressortir donc les mêmes accusations, en y rajoutant que le fait que des privés aient été introduits dans le secteur de l'égrenage par la construction de 3 usines au détriment de la SONAPRA, qui aurait pu construire ces 3 usines, que ce fait-là a généré un matin gagné de 172 milliards de francs CFA pour la SONAPRA, donc pour l'État. Comme si, et pourtant en ce moment, la SONAPRA avait 10 usines. La SONAPRA, avec ces 10 usines, parvenait à peine à équilibrer ses comptes, et on écrit noir sur blanc que si elle avait gardé les 3 usines CCB, ICB, Sokobe dans son patrimoine, c'est 172 milliards de francs CFA qu'elle aurait réalisé comme bénéfice. C'était tellement ridicule que, à l'époque, ceux qui savaient de quoi il s'agissait s'en sont bien moqués. Cette affaire a été donc transmise au tribunal et le juge n'a eu d'autre choix que de prononcer un non-lieu. Et ce non-lieu a fait l'objet d'appels de pouvoir en cassation et a fini par acquérir le statut de décision définitive, c'est-à-dire autorité de la chose jugée. Donc depuis cette époque, 2001, jusqu'en 2004, ça a duré un peu dans les procédures d'appel et de cassation, cette affaire
été définitivement classé et été reconnu comme de la calomnie. Il est étonnant qu'en 2015, le gouvernement rappelle cette histoire comme si les choses se sont effacées de la mémoire de tous pour dire à nouveau que les usines du groupe Talon ont été financées par l'État et que cela a causé 72 milliards de dommages et intérêts. Je vais vous montrer, permettez-moi, l'ordonnance de non-lieu et l'arrêt qui a indiqué que la décision de non-lieu était devenue définitive, c'est-à-dire qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée. Alors, cette ordonnance de non-lieu, qui date de juillet 2001, dit ceci: attendu que, s'agissant d'engagements financiers octroyés par la SONAPRA aux sociétés d'égrenage ICB, CCB, SOCOB, qu'il n'ait produit aucune preuve des prélèvements de fonds que la SONAPRA aurait fait au profit des sociétés ICB, CCB et SOCOB. Je vous fais l'extrait de ce qui permet à tout le monde de comprendre que les sociétés n'ont jamais bénéficié de fonds de la SONAPRA pour leur implantation et leur exploitation. Et cette décision donc date de juillet 2001 et je ne sais plus la date exacte, dans tous les cas, il y a eu un arrêt de la Cour d'appel, voilà, par arrêt de la Cour d'appel 169, numéro 169/05, rendu le 10 octobre 2005, parce que la procédure n'avait plus d'intérêt pour personne, donc ça a traîné dans les tribunaux et ça a fini quand même par être vidé complètement. L'arrêt précise, l'arrêt dit que l'ordonnance de non-lieu en date du 3 juillet 2001 a acquis l'autorité de la chose jugée. Cette affaire, cette calomnie, qui a fait condamner M. Taï, qui a fait l'objet de non-lieu, confirmé de manière définitive, n'existe plus nulle part. Ça devrait faire partie des histoires, devrait émailler les causeries dans nos salons. Et voilà que ça réapparaît. Alors, M. Patrice Talon, nous en sommes à la deuxième accusation. Il y a d'autres listes d'accusations, on va en parler tout à l'heure, mais vous ne voyez en tout que de la calomnie. Est-ce que vous croirez, vous pensez ce soir que les Béninois vous croiront sur ce point-là? C'est quand même avec des gens avec qui vous avez coopéré, vous avez flirté, non? Vous êtes aujourd'hui, vous avez été saint, c'est ça? Vous, quelle est votre compréhension? Après tout ce que je viens de vous montrer, ce que je vais vous dire, vous êtes un Béninois comme les autres, comme vos téléspectateurs. Est-ce que vous êtes convaincu, n'avez-vous pas vu qu'il s'agit simplement de calomnie? Merci, M. Patrice Talon. Ce même gouvernement, vous permettez, vous reproche de gruger les producteurs, de minorer la quantité de coton-graines livrée par les producteurs pour ne pas avoir à payer le prix juste d'achat. Qu'en est-il en réalité? S'il vous semble utile de répondre à cette question, je vais m'y faire. Allez-y. Le coton-graine, je vais essayer de ne pas être trop long, le coton-graine produit par les producteurs, vendu par eux-mêmes avec l'assistance, le contrôle des services publics, est livré aux égreneurs de coton, aux sociétés d'égrenage, dans les usines d'égrenage. Et les chargements de coton sont pesés sur les ponts bascules à l'entrée des usines. Les producteurs sont représentés dans les usines ou ponts bascules, notamment ceux qui commercialisent leur coton, la coopérative qui commercialise son coton, suit la cargaison et vient à l'usine avec son coton-graine. Si parfois la distance est trop longue et qu'ils ont confiance et qu'ils estiment qu'il n'y a pas lieu de venir, d'autres producteurs qui sont à l'usine assurent pour leur compte le suivi du coton à peser. Les transporteurs qui donc transportent le coton-graine sont payés sur la base du poids
chargé, transporté à l'usine et dont le pont bascule indique le poids mesuré. Donc à l'usine, au pont bascule, il y a les producteurs, il y a les transporteurs, il y a les égreneurs, leurs agents, et il y a le service de métrologie. Les agents de ce service sont également présents au lieu de réception, c'est-à-dire au pont bascule des usines. Mieux, les ponts bascules de toutes les usines d'égrenage sont contrôlés au démarrage de la campagne, avant que les usines n'entrent en activité. Ces ponts bascules sont contrôlés par les services de la métrologie et sont scellés. Un plomb est posé sur le dispositif de pont bascule de sorte que personne n'y a accès. Ce dispositif de contrôle par l'État, de sceller avec la mesure des poids en présence de tous les acteurs concernés, ce dispositif est commun à tous les pays qui sont, comme le Bénin, producteurs de coton par ce dispositif de production par les coopératives et de livraison de sociétés d'égrenage. Tous les pays africains ont le même dispositif depuis que le coton existe. Et on accuse M. Talon tout seul, comme si l'État, tous les agents de l'État, tous les producteurs de coton, tous les transporteurs sont complices de M. Talon pour voler tout ce monde-là. C'est-à-dire les producteurs sont complices du coton dont on minore le poids contre eux. Les transporteurs sont complices également parce que quand en leur présence, on minore les poids, l'État, par le service de la métrologie, est complice parce que bon, cela n'a pas de sens. Il a des bras assez longs, il a peut-être pu manipuler tout ce beau monde. Mais s'il est facile de faire une telle magie, il n'est pas nécessaire de faire alors tout ça pour gagner de l'argent. Cette magie peut produire de l'argent autrement, plus facilement. Le mécanisme mis en place pour puiser le coton en graines ne permet peut-être pas des manipulations comme vous venez de le dire, mais depuis votre retrait de la filière, depuis que le gouvernement vous a mis à l'écart de la filière coton, on constate que la production cotonnière s'accroît au fil des campagnes. En tout cas, c'est ce que le gouvernement dit à chaque campagne. Comment expliquez-vous ce fait? Comment expliquez-vous que la production cotonnière s'accroît alors que vous n'y êtes plus? Il faut préciser que depuis que l'État a pris en main la filière, l'État achète le coton-graines, l'État les graines dans les usines réquisitionnées, dans les usines saisies. Le dispositif n'a pas changé. C'est exactement ce qu'on faisait que l'État fait. Exactement. Bien. Mais pourquoi, effectivement, la production cotonnière a pu connaître une augmentation il y a 2 ans par rapport à ce que la production était il y a 3 ans ou il y a 4 ans? Sans oublier que nous avons connu des niveaux de production de plus de 400 000 tonnes au Bénin, avec nous, les mêmes acteurs. L'État n'a rien fait de particulier en ayant conduit une campagne qui a donné 300 000 tonnes. Mais si vous vous rappelez bien, il y a quelques années, les producteurs ont commencé par délaisser la filière coton. Parce que des opérateurs privés achetaient le coton-graines et ne payaient pas. Parce que la Sonapra était en faillite, achetait le coton-graines et ne payait pas. Parce que des dysfonctionnements ont été introduits dans les organisations paysannes, de sorte que beaucoup de responsables de producteurs s'accaparent des revenus des membres de leur coopérative, et ce qui a conduit naturellement beaucoup de producteurs à dire nous produisons le coton, mais nous n'avons pas les fruits de nos efforts. Cela a engendré une désaffection massive des producteurs. Et c'est bien pour ça que la production cotonnière a commencé par chuter. Les acteurs de la filière, soucieux de préserver leur business, une société est éternelle. Une usine d'égrenage, une industrielle est éternelle. Et on ne peut pas croiser les bras devant une telle situation. Nous avons entrepris, avec l'accompagnement du régime actuel, une réforme d'assainissement. Et nous avons éteint toutes les dettes en cours. Les privés ont pris en charge une bonne partie des dettes, de sorte que les producteurs qui craignaient que, revenant à la filière,
leurs revenus seraient saisis pour éponger les dettes des indélicats, nous avons donc décidé de leur dire ces dettes-là sont effacées entièrement. C'est des milliards. Et nous avons entrepris d'assainir également les organisations paysannes, de sorte que ceux qui se soient révélés comme étant des tricheurs soient écartés de la gestion des coopératives. Tout cela a redonné confiance aux producteurs qui sont revenus à petits coups dans la filière, et la campagne 2011-2012 a été la campagne de la renaissance de la filière coton. Malheureusement pour les acteurs privés, et par la faute de la brouille entre Patrice Talon et les autorités béninoises, la filière a été donc victime. L'État a récupéré la filière par représailles contre Patrice Talon. Cela a été malheureusement au préjudice de tous les acteurs. Et l'État a eu dans les mains une filière assainie, une filière renaissante, et la conséquence a été immédiate. Et cette année également, vous vous rappelez, il y a eu une bonne pluviométrie, il y avait les intrants qui ont été récupérés à Kalalada, en mer. Tout cela ont permis une production qui a renoué avec les tonnages du passé, c'est-à-dire 350 000 tonnes. Et c'est tant mieux pour le pays, c'est tant mieux pour nos producteurs, c'est tant mieux pour l'État. Mais il faudra pouvoir reconnaître à chacun son mérite. C'est nous qui avons fait le job. Vous pensez aujourd'hui que c'est politique de penser, de lier l'absence de M. Patrice Talon à l'accroissement de la production cotonnière aujourd'hui? Vous êtes absent de la filière, maintenant ça marche. Vous pensez que c'est également de la calomnie? Elle ne marche pas, la filière. Mais ce n'est pas l'objet de l'entretien, je pense. Avancez par le gouvernement. Vous savez combien vous contribuez à la production cotonnière? Vous, citoyens, puisque vous payez des impôts. Vous payez la TVA. Sur votre costume, votre cravate, sur tout ce que vous avez porté, vous avez payé l'impôt. Vous savez combien vont à la filière coton? Non, ce n'est pas le lieu de débattre de cette question. Toujours est-il que nous aurions pu, si les secteurs privés étaient restés aux commandes, la production cotonnière au Bénin aurait dépassé 500 000 tonnes. C'était pour ça que nous avions investi tant dans la réforme, tant dans l'assainissement et tant dans la recherche. Vous savez, à la date d'aujourd'hui, il y a encore des engrais réquisitionnés qui sont au port de Cotonou et qui étaient destinés à améliorer le rendement cotonnier, qui relèvent de l'expertise des acteurs privés. Les acteurs privés ont intérêt à ce qu'il y ait du coton puisqu'ils vivent de ça. Ces engrais, ça fait 3 ans qu'ils sont dans des conteneurs au port. Or, c'est des engrais spécifiques qui devaient être donnés aux producteurs pour améliorer le rendement. On aurait atteint plus de 500 000 tonnes aujourd'hui. Alors, M. Patrice Talon, le gouvernement vous présente comme braqueur. Vous auriez mis les banques en difficulté puisque vous auriez emporté 55 milliards de nos francs et stockés aux 10 banques. Lorsque vous partez en exil en septembre 2012, que répondez-vous, M. Patrice Talon? Mais je l'ai appris comme vous. Et je me suis permis de faire le tour des banques avec lesquelles je suis en relation, directement ou indirectement. Les banques qui financent les sociétés du groupe. J'ai fait le tour de toutes les banques du Bénin pour constater le niveau des fonds estorqués par Patrice Talon ou ses sociétés, mais je n'ai rien vu. Aucune banque ne m'a révélé, ne m'a indiqué le moindre centime estorqué. Et j'ai demandé, mais vous avez peut-être porté plainte contre moi par inadvertance, par erreur. Les gens ont fouillé tous les dossiers de plainte à leur niveau contre des clients indélicats. Nulle part il n'y a M. Talon. Moi, je n'ai pas vu de banque qui se soit plaint que M. Talon leur ait pris de l'argent et qui a porté plainte contre moi. Vous savez, tout cela relève tout simplement de la machination, de la calomnie, de l'intimidation, mais c'est destiné à vous. C'est vous qui êtes la cible.
Comment? La preuve, vous paraissez inquiet. Tout cela vous a bien inquiété. Tout cela vous a déstabilisé. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est pas évident. Alors, Monsieur Talon, lors de la création de la Société de développement du coton, SODECO, 17% des parts de cette société étaient destinées aux producteurs. Selon le gouvernement, vous en êtes accaparé. Pourquoi? Accaparé. L'État a décidé, compte tenu de la faillite de la SONAPRA et des pressions des partenaires au développement, l'État a décidé donc de se désengager totalement du secteur de l'égrenage en privatisant le reste de l'outil industriel. Cela depuis les années 2004-2005. J'ai été adjudicataire des appels d'offres successifs. Parce que l'appel d'offres a été lancé, annulé, et toutes les fois, j'ai été adjudicataire. À la mise en œuvre, donc, des conclusions de la finalité de cet appel d'offres, qui est la création d'une société nouvelle à laquelle les usines ont été transférées, l'État a décidé de rester actionnaire pendant un temps, de sorte à accompagner la prise en main définitive du secteur privé. Et par cette décision, le capital social de la SODECO, nouveau propriétaire des usines, ce capital a été donc réparti 49% pour l'État, 51% pour le secteur privé. Il s'agit d'une privatisation, donc le secteur privé doit avoir la majorité. Et l'État s'est engagé, sur une période de 5 ans, à sortir définitivement du capital. Et comme dans la sous-région, les grandes sociétés, les grandes entreprises animent le marché boursier, l'État a souhaité, et nous également, a souhaité que la SODECO puisse animer également la bourse régionale des valeurs. Donc, il a été décidé que l'actionnaire privé, qui est ma holding, la SCP, actionnaire à 51% de la SODECO, mette sur le marché, à un moment donné, 17% du capital de la SODECO. Donc, sur les 51% détenus par la holding de M. Talon, 17% seront mis sur le marché de la bourse pour que vous également, vous puissiez, si vous êtes intéressé, acheter les actions de la SODECO. C'est une très bonne chose. Mais vous et moi, nous sommes privés. Donc, le secteur privé serait toujours détenteur de la majorité donc, de la SODECO. Mais la mise en bourse d'une société requiert certaines conditions à remplir. La SODECO, il est dit dans la convention que nous avons signée avec l'État que la SODECO, que la mise en bourse de la SODECO se ferait selon que la SODECO sera en mesure de remplir les conditions de mise en bourse. Par contre, l'État, qui avait 49% du capital de la SODECO, lesquels 49% comportent une part destinée aux producteurs, soit 6,4%, une part d'action destinée aux collectivités locales et une partie destinée au personnel de la SODECO, l'État avait l'obligation de céder aux producteurs les parts qui leur sont réservées, de céder aux collectivités les parts qui leur sont réservées et au personnel les parts qui leur sont réservées dans un délai maximum de 5 ans. L'État n'a pas opéré cette cession, n'a pas cédé aux producteurs les parts qui leur sont réservées et interpelle, M. Talon interpelle la SCP et me demande de céder aux producteurs des parts qui leur sont réservées alors que c'est lui qui en a l'obligation. C'est cela, la fameuse affaire du 17%. 17%, ce n'est pas ce qui est destiné aux producteurs, c'est 6%. 17% est destiné à la bourse. Et la Convention prévoit que tant que la SODECO ne remplirait pas les conditions de mise en bourse, la SCP de M. Talon garderait les 17%.
Comment voulez-vous introduire une société en bourse quand ces usines, son patrimoine est réquisitionné? Ça fait 3 ans que les usines de la Sodeco sont réquisitionnées, sont saisies, sans le moindre paiement. Quand on réquisitionne les biens d'une entreprise, d'un particulier, d'un privé, cela peut arriver. Quoique la réquisition actuellement en cours est totalement illégale et illégitime, mais quand on le fait, même illégalement, on paye un montant au titre de la réquisition. Et le décret de réquisition de ces usines prévoit bien d'ailleurs qu'un montant serait payé à la Sodeco. L'État n'a pas payé le moindre centime. Il exploite les usines de manière à son guise, à son aise, pardon, mais n'a jamais payé le moindre centime. Comment voulez-vous, est-ce que vous achèterez, vous, M. Dossa, les actions de la Sodeco, cette mise en bourse? Mais comme vous n'êtes pas capable de savoir tout ce qui se passe, les autorités de la bourse et du marché régional veillent à tout cela. Et c'est pour ça qu'il y a des conditions qui doivent être remplies avant toute introduction en bourse d'une entreprise. La Sodeco n'est pas en mesure d'être introduite en bourse. Les 17% destinés à vous sont restés propriété de la SCP, de M. Talon. Et si dans les conditions actuelles vous êtes acheteur, moi je vous le vendrai. M. Dossa. Alors, M. Patrice Talon, pourquoi vous reproche-t-on, c'est vrai que vous avez tout pris en calomnie, mais pourquoi vous reproche-t-on souvent un double jeu dans les affaires avec l'État béninois? Je n'ai pas compris la question. Un double jeu avec l'État béninois. Je ne vends rien à l'État. Vous avez dit que ces calomnies ne datent pas d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir manigancé avec des gens avec qui vous êtes en disgrâce aujourd'hui? Alors, il faut étaler ce que vous faisiez au grand jour. C'est vrai que mes relations sont au plus mauvais. Pardon, sont en mal avec le régime actuel, c'est vrai. Mais je n'ai rien fait de répréhensible à mon sens, à ma connaissance. Vous en êtes sûr? Mais s'il y en a, je ne veux... je souhaite qu'on donne la preuve. C'est évident. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que vous êtes là. La question que vous me posez, ce sont les diverses affaires pour lesquelles on m'aurait épinglé. Il en reste une. Qu'on n'a pas encore abordé. Bien sûr, le gouvernement vous accuse, M. Patrice Talon, d'avoir braqué ou de vous être accaparé de presque 3 milliards, 2,7 exactement, des recettes douanières dans le cadre de l'exécution du contrat du PVI Nouvelle Génération. Peut-on avoir votre version des faits, M. le Président? Cette affaire est la calomnie qui m'a le plus fait souffrir. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Vous en aurez les larmes aux yeux, messieurs. La société Bénin Contrôle a été adjudicatrice de l'appel d'offres pour le PVI. Vous avez tous suivi. Dans le cadre de son contrat d'exécution du PVI, la société Bénin Contrôle opère du scanning. C'est-à-dire, scanne les conteneurs débarqués au port de Cotonou et opère également du tracking, c'est-à-dire balise les chargements de marchandises en transit sur le territoire du Bénin. Elle opère également du tracking pour les véhicules d'occasion en transit sur le territoire du Bénin. Et elle opère également, à titre gracieux, le suivi des flux financiers relatifs aux opérateurs privés de la filière des véhicules d'occasion. Parce que Bénin Contrôle opère le tracking des véhicules d'occasion, c'est elle qui dispose de la documentation et des données qui permettent la traçabilité des divers mouvements et des flux financiers. Donc, elle fait le suivi, la répartition des revenus des opérateurs privés de la filière des véhicules d'occasion. Le dispositif en place est celui-ci, pour le paiement des redevances de Bénin Contrôle et des redevances des opérateurs privés de la filière des véhicules d'occasion. Les usagers
qui ont l'obligation de payer les redevances de scanning, puisque les conteneurs qui sont scannés leur appartiennent. Les usagers, pour le scanning, pour le tracking, payent au cordon douanier à l'occasion des formalités de dédouanement ou les formalités de mise en transit de leurs biens. Ils payent en même temps que ce qu'ils payent à l'État, ils payent les redevances destinées à Bénécontrôle. De même, les acheteurs de véhicules d'occasion payent au cordon douanier. Au moment où ils payent à l'État ce qui lui est dû pour le transit des véhicules sur le territoire national, ils payent les redevances qui sont dues aux gestionnaires des parcs, aux assureurs, aux consignataires, et ceci pour permettre une bonne traçabilité. Et la douane, qui collecte ces fonds, les reverse à Bénécontrôle sur les périodes concernées. Bénécontrôle garde ce qui la concerne, en termes de scanning, de tracking et autres, et reverse aux opérateurs privés de la filière des véhicules d'occasion leurs honoraires collectés pour leur compte, les redevances collectées pour leur compte. En décembre 2011, nous étions déjà dans la brouille, M. Talon et son ami, comme on aime bien dire. En décembre 2011, la douane, la caisse principale de la douane Cotonou-Port invite Bénécontrôle à venir prendre paiement des reversements à faire sur la période écoulée. Bénécontrôle instruit sa banque, la Diamond Bank, pour aller prendre possession des paiements qui sont indiqués, ont été annoncés. Donc la Diamond Bank va à la douane, auprès du caissier central, et reçoit paiement des montants indiqués par le receveur, par le caissier principal. Je rappelle le passage que le paiement des dédouanements et de tout ce que je viens de décrire s'opérait à l'époque de deux manières. Soit par Ségub, qui était dans la phase de dématérialisation des opérations de dédouanement et de paiement des dédouanements. Ce paiement par Ségub cohabitait avec le paiement en espèces auprès de la caisse centrale. Donc il y a des opérations qui sont faites à la Ségub, il y en a d'autres qui sont faites auprès des douaniers. Comme aujourd'hui encore, je crois, et ça c'est le cas, aux frontières. Donc il y a encore beaucoup de paiements en espèces. Donc les deux systèmes cohabitent et la douane nous fait les reversements, soit par Ségub, soit par la caisse centrale. La douane donc nous fait un paiement via Diamond Bank et Diamond Bank crédite le compte de Bénécontrôle du montant encaissé. Les comptables de Bénécontrôle, à l'occasion du rapprochement de vérification des montants payés, constatent qu'il y a un surpaiement de 2,7 milliards par rapport à tout ce qui a été reversé pour Bénécontrôle et pour les opérateurs des parcs. Informé, je demande au commissaire aux comptes de Bénécontrôle de vérifier l'information. Le commissaire aux comptes dépêche une mission à Bénécontrôle et regarde en détail les paiements dus et se rend compte qu'effectivement, il y a un surpaiement de 2,7 milliards. Je fais un courrier à ma signature en tant que président du conseil d'administration. À la limite, je n'aurais pas dû le faire parce que ça peut relever de la gestion courante. Mais l'affaire est si grave parce que le contrat de Bénécontrôle est destiné à améliorer les recettes de l'État. Si l'argent rentre et ressort par des passoires, vous convenez avec moi que l'objectif ne sera jamais atteint. Donc, et pour les citoyens que je suis, j'écris au ministre des Finances et je révèle que Bénécontrôle venait de recevoir des reversements sur une période, la période indiquée, avec un surpaiement. Dans le courrier que j'ai envoyé, d'ailleurs le courrier est là, j'ai indiqué le montant du surpaiement. J'appelle le ministre des Finances et je l'informe au téléphone et je lui dis combien cette situation me préoccupait.
elle m'a dit, c'était Madame Matisse, que l'IGE serait instruit pour opérer la vérification. Ce qui a été fait. L'IGE est allé à la douane, a fait des vérifications, et le ministre des Finances me rappelle, quelques jours après, et me dit, Monsieur Talon, il n'y a pas eu de surpaiement. Il n'y a pas eu d'anomalie. Je dis, Madame, je suis désolé, j'ai la conviction que les procédures de gestion, de tenue des comptes de la Caisse centrale, les procédures de tenue de la Caisse centrale ne sont pas fiables. Et je lui demande la permission de rencontrer le directeur, l'inspecteur général des finances. Elle m'a autorisé à le faire et je suis allé à son bureau et je demande au monsieur, dites-moi, vous avez véritablement opéré un contrôle? Il m'a dit oui. Il dit, vous n'avez rien vu? Mes services, mes agents n'ont rien vu. Il n'y a pas eu d'anomalie, il n'y a pas de surpaiement. Je décide alors d'informer le chef de l'État. Et je rappelle que le courrier que j'ai envoyé au ministre des Finances, j'en ai fait ampliation au chef de l'État. Je décide de l'appeler. Et je l'appelle, et j'appelle le président Bouniaï. Je lui dis au téléphone, Monsieur le Président, je vous ai envoyé ampliation d'un courrier adressé au ministre des Finances, faisant état de graves anomalies à la douane et ayant occasionné un surpaiement en ma faveur de 2,7 milliards. On a dit en faveur de Bénécontrôle, 2,7 milliards. Le président me prie de venir immédiatement à son bureau, j'y vais. Et il me dit que le courrier est arrivé effectivement à son niveau et qu'il venait de l'affecter à l'IGE, à l'attention du général Biopon. Cette lettre adressée au ministre des Finances, avec ampliation au chef de l'État, la voilà. Et le chef de l'État l'a annotée et l'a affecté à l'IGE, à l'attention de M. Biopon, en disant bien vouloir me faire dans les 24 heures le point sur ce dossier. Je lis le courrier, ce courrier que j'ai adressé au ministre des Finances avec ampliation au chef de l'État. Anomalie relevée dans la gestion de la recette des douanes du Cotonou-Port. Nous avons le regret, nous avons le regret de porter à votre connaissance ce qui suit. Dans le cadre des reversements à Bénécontrôle par le caissier central de la recette Cotonou-Port, des montants prélevés au cordon douanier pour le compte de Bénécontrôle et des acteurs de la filière des véhicules d'occasion, notre société a enregistré un surpaiement d'environ 2,6 milliards de francs CFA que nous nous apprêtons à restituer au Trésor public. Cette situation révèle de graves dysfonctionnements au niveau des recettes douanières et mérite, à notre avis, que des mesures urgentes soient prises. Voilà la lettre que j'ai adressée sous ma plume au ministre des Finances avec copie au chef de l'État. Quelques jours après que le chef de l'État ait affecté ce courrier à l'IGE, il m'appelle et me dit, Monsieur Talon, l'IGE vient de me rendre compte que la mission a été effectuée et qu'il n'y a pas d'anomalie, qu'il n'y a pas de surpaiement. Et je dis, Monsieur le Président, pouvez-vous me recevoir en présence de M. Koussé, le patron de l'IGE. Le président de la République me demande de venir dans l'après-midi, et j'y suis allé. Et il m'a reçu en audience en présence de M. Koussé. Cette occasion, je lui dis, Monsieur le Président, M. Koussé, cela est grave. Après 2 missions, il n'a pas été identifié qu'il y a eu un surpaiement au profit d'un tiers et que les procédures en place avaient des failles permettant ce genre de choses. Je dis, Monsieur le Président, si les choses doivent rester ainsi, le Bénin ne s'en sortira pas. Et j'ai proposé qu'une mission conjointe aille à la douane. Bénécontrôle, commissaire au compte de Bénécontrôle, IGE. Le président a donné son accord, et dès le lendemain,
la mission s'est rendue à la douane. Au bout d'une demi-journée de travail, il a été confirmé qu'un surpaiement de 2,7 milliards a été fait au profit de Bénin Contrôle et cela a fait l'objet d'un rapport écrit de l'IGE à l'attention du président de la République. C'est contraint et forcé que nous avons fini par faire découvrir aux autorités que la Caisse centrale n'est rien d'autre qu'une passoire et que le surpaiement révélait nos inquiétudes d'anomalies dans le dispositif, dans les procédures de tenue de compte. Je vais finir. Monsieur Dossa, nous avons alors, maintenant que la chose a été révélée, confirmée, j'ai instruit Bénin Contrôle pour restituer au Trésor public les 2,7 milliards. Et cette restitution a été faite. J'ai retrouvé dans les archives de Bénin Contrôle les photocopies des chèques de restitution. Je rappelle que la lettre au chef de l'État, au ministre des Finances avec appellation au chef de l'État, est datée du 6 janvier 2012. Et après toutes ces péripéties de vérification, sur notre insistance, nous avons restitué le 6 février au Trésor public, 6 février 2012, au Trésor public, les 2,7 milliards, par les deux chèques que voici, les chèques de Bank of Africa, pour un montant de 2,61 milliards environ pour le premier et 700 millions pour le second. Ça fait au total de 2,7 milliards. C'est cela, la réalité. Et quand nous avons envoyé ces chèques au Trésor public, le ministre des Finances nous a adressé le lendemain, le 7 février 2012, une lettre de remerciement, de félicitations, en saluant la franche collaboration entre Bénin Contrôle et l'État. Alors pourquoi dit-on aujourd'hui que vous êtes accaparé de 2,7 milliards, toujours de la calomnie? Alors, cela s'est passé, donc, en janvier et en février 2012, avec les félicitations de l'État. Entre-temps, la brouille est arrivée à son paroxysme, et M. Talon part en exil. Le 25 janvier 2013, un an après, dans les dossiers devant permettre l'extradition de M. Talon, les dossiers devant permettre mon arrestation, l'extradition, le directeur général de la douane a été instruit pour porter plainte contre Patrice Talon. Sur quoi l'affaire de surpaiement, révélée par moi, découvert sur mon insistance, restituée à le Trésor public avec félicitations, cette affaire qui a inspiré des gens pour construire un scénario de braquage, et on dit 2,7 milliards, le même montant. Ce qui s'est passé à l'époque, en fait, c'est du braquage. Comme si ce montant qu'ils m'ont payé indûment, je n'ai jamais su qu'ils m'ont payé, que j'ai restitué après avoir insisté, comme si ce montant était toujours quelque part, chez moi ou dans l'entreprise de Bénin Contrôle. Et cette plainte déposée par le directeur général de la douane contre Bénin Contrôle consacre véritablement que les machinations de calomnie n'avaient plus de limites. Cette affaire m'attriste profondément. Parce que, toute modestie gardée, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient fait cela. 2,7 milliards, c'est une somme énorme qui peut régler les problèmes d'une vie entière, même pour des générations. Nous l'avons restitué. Nous avons été félicités. Nous aurions pu être décorés. Mais nous n'aimons pas ça. Et puis cela nous revient. Comme cela est écrit. Comme cela a été dit dans ce que vous citez comme étant le relevé du Conseil des ministres.
cela procède de la grosse campagne de dénigrement. Alors, nous sommes au thème de cet entretien. Avez-vous un message à l'endroit des téléspectateurs? Non, moi je finis par comprendre que en politique, rien n'est trop gros. J'ai désormais la carapace pour. Bien que cela m'attriste, cela ne m'affecte pas autrement, cela n'émousse pas mon ardeur à aller loin dans ce qui désormais constitue pour moi le défi ultime. Mais c'est de vous qu'il s'agit. C'est vous qui êtes la cible de ce communiqué. C'est destiné à vous déstabiliser, à vous dire celui qui vous parle, celui qui vous écoutez, celui qui a désormais ce défi ultime à relever, qui veut contribuer, qui voudrait avoir le mérite de contribuer à autre chose, de contribuer à apporter ses talents, son expérience, sa chance, ses grâces, à relever le défi de la misère, de la pauvreté, de la honte, pour une période transitoire. Celui qui souhaite que notre modèle politique soit revisité, soit corrigé, parce qu'il n'est plus conforme à notre idéal de vie tranquille en commun, de démocratie, de liberté, de développement, que celui-là, on vous cible de ne pas l'écouter, de ne pas prêter attention à ce qu'il dit, parce qu'on veut le dépeindre comme un voyou. Et vous savez qu'il n'est pas un voyou. Monsieur Patrice Talon, avec vous, ça vous permettez, que comptez-vous faire aujourd'hui? Il y a des gens, des Béninois qui vous retrouvent déjà encore sur le chemin de l'exil, avec cette campagne de calomnie. Monsieur Talon n'ira plus en exil. Il n'y a aucune raison qu'il ait un exil. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous que j'aie un exil? Selon vous? Merci Patrice Talon, merci d'avoir répondu à... Merci. Merci Président Tchédi, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Merci, Zidane.